Donc maintenant je vais passer au Final Awards 2016, c'est-à-dire que je vais récompenser les films que j'ai aimés ou bien les films que j'ai pas aimés mais qui ont quand même des bons points. Pour rappel, j'ai fait 2 vidéos, une sur les absents de mon top et une vidéo sur mon top. Et maintenant je vais décerner des Final Awards aux films que j'ai vus cette année et on va commencer par les catégories générales. Donc premier prix de ces récompenses générales, c'est le meilleur film d'animation. Les nominés dans la catégorie meilleur film d'animation sont Zootopie, le premier des 2 films Disney qui sont sortis cette année. Le second nominé est le second film d'animation sorti cette année de Disney, Vaiana. Et le troisième nominé est le direct-to-DVD Batman The Killing Joke, adapté de la BD éponyme. Et le gagnant est... personne, parce que je trouve qu'il n'y en a aucun qui est réellement marquant. On continue avec les catégories générales avec le meilleur acteur de 2016. Les nominés dans la catégorie meilleur acteur sont Michael Fassbender pour Steve Jobs, Hugo Weaving pour son second rôle dans Tu ne tueras point et Sylvester Stallone dans Creed. Et le gagnant est... Michael Fassbender pour Steve Jobs. Michael Fassbender est un acteur absolument génial qui aurait dû avoir l'Oscar du meilleur acteur pour Shame. Le fait est que Shame était un film qui n'était pas assez prude pour les Oscars. Du coup, il n'a même pas été nominé, il me semble. Et c'est un acteur qui mérite d'être récompensé parce que c'est un acteur absolument génial qui a un charisme énorme. J'ai un peu dû tricher pour Michael Fassbender en 2016 là parce que le film aurait été sorti en 2015 mais il est sorti en France en 2016. Donc voilà, c'est un acteur qui mérite des prix et voilà. Puis il va être content Michael Fassbender quand il va voir ma vidéo et puis il va se dire waouh, il m'a filé le prix, c'est génial. Donc voilà, donc maintenant qu'on a eu le meilleur acteur, on va passer à la meilleure actrice. Les nominés pour la récompense de la meilleure actrice sont Teresa Palmer pour Tu ne tueras point, Margot Robbie pour Suicide Squad, Elle Fanning pour The Neon Demon et Kate Winslet pour Steve Jobs. Et la gagnante de la récompense de la meilleure actrice est Kate Winslet pour Steve Jobs. Kate Winslet dans Steve Jobs, elle joue magnifiquement bien, elle a un jeu qui est tout en retenue, très sobre, et son pétage de câble à la fin, quand elle pète un petit peu un câble contre Michael Fassbender, il est super bien joué. Elle est très effacée dans ce film, mais elle est toujours juste et vraiment avec elle l'émotion passe. Bon, là encore une fois j'ai un petit peu triché étant donné que Steve Jobs est sorti en 2015 et pas en 2016, mais comme il est sorti en France en 2016, voilà, et je trouve que Kate Winslet joue super bien dans ce film, donc il n'y a pas de raison qu'elle l'ait pas. Maintenant, Elle Fanning aurait très bien pu l'avoir aussi parce qu'elle joue super bien, et Teresa Palmer est vachement bien aussi dedans. Ensuite maintenant on va passer à la musique et on va commencer par la meilleure bande originale. Les nominés pour la récompense de la meilleure bande originale sont Hans Zimmer pour Batman vs Superman, Cliff Martinez pour The Neon Demon et Daniel Pemberton pour Steve Jobs. Et le gagnant est... Cliff Martinez pour The Neon Demon. Toutes ces musiques dans le film fonctionnent vachement bien, elles sont vachement prenantes. La musique a une grande importance dans ce film pour nous faire ressentir ce que justement on doit ressentir face à ce film. Et la musique, je trouve, est très originale. Après, je suis pas un grand mélomane, donc j'écoute pas beaucoup de musique, et même quand je suis chez moi, j'écoute jamais de musique. Je trouve que pour me comparer à un ordinateur, ça me bouffe de la RAM un peu, et j'arrive pas à faire autre chose. Si j'ai de la musique en fond, je suis obligé de l'écouter, et voilà. Donc je suis pas un grand mélomane, mais j'ai été très sensible à la musique de The Neon Demon, et je trouve qu'elle sert parfaitement le film. Donc là c'est Cliff Martinez qui a eu le Final Award de la meilleure BO, mais en fait c'est super serré avec la BO de Steve Jobs qui est vachement bien aussi, qui est beaucoup moins de tape à l'œil que celle de Cliff Martinez, ou tape à l'oreille on va dire, mais qui marche super bien dans le film quoi. Maintenant on passe à la meilleure musique préexistante. Les nominés pour la récompense de la meilleure musique préexistante sont The Trashmen Surfing Bird de 1963 pour Brise de Nice 3, Sia Waving Goodbye pour The Neon Demon, Eminem Without Me pour Suicide Squad, et enfin Beethoven pour sa 7ème symphonie 2e mouvement Allegretto pour X-Men Apocalypse. Et le gagnant de la meilleure musique préexistante est... Sia pour Waving Goodbye pour The Neon Demon. Je trouve que la musique est parfaite à ce moment-là. Elle est utilisée pour le générique de fin. C'est-à-dire qu'on a eu tout le film, et puis là on a une image qui arrive sur du sable complètement desséché, craquelé, etc. Et là la musique se lance, et je trouve que la musique est composée d'envolées très difficile, je sais pas comment dire, très pénible. Il y a quelque chose qui m'évoque la difficulté, et je trouve que ça va parfaitement avec l'image que nous montre Nicolas Winding-Refn. Le sable et les plages, c'est quelque chose de paradisiaque. Et là de nous montrer ce sable complètement desséché, c'est censé être paradisiaque, et en fait le truc a vieilli, et ça nous évoque bien le thème de la beauté du film, qui est que la beauté finit par passer. Il y a une certaine difficulté dans la voix et une certaine peine dans la voix. Je trouve que ça va parfaitement avec les images, et la musique est parfaitement utilisée. Encore une fois, c'est le festival de la triche, je crois, parce que je sais pas si Sia n'a pas fait cette musique pour le film de The Neon Demon.
Mais j'ai pas vérifié, mais c'est pas grave, au pire je triche et puis c'est pas grave. Et enfin on va conclure ces catégories générales avec 2 prix que sont la pire réale et on terminera par la meilleure réale. Donc là on commence par la pire réale. Les nommés pour la récompense de la réalisation à la ramasse, c'est-à-dire la pire réalisation, sont Louis Leterrier pour Grimsby, agent trop spécial, David Yates pour Les Animaux Fantastiques et La Légende de Tarzan. Lui c'est un champion, il arrive à être nommé 2 fois la même année. Justin Kurzel pour Assassin's Creed et David Ayer pour Suicide Squad. Et le gagnant de la récompense pour la réalisation à la ramasse est David Yates et Justin Kurzel pour respectivement Les Animaux Fantastiques, La Légende de Tarzan et Assassin's Creed. David Yates se retrouve avec 2 scénarios qui sont moyens et il en fait des bouses, ce qui est franchement dommage. Et comme je l'ai dit, avec un scénario moyen, on peut faire un bon film. On a la preuve avec Tu ne tueras point de Mel Gibson. Un scénario moyen, il en fait un grand film. David Yates, il a 2 scénarios moyens que sont La Légende de Tarzan et Les Animaux Fantastiques et il en fait des films nuls. Ce réalisateur essaye de faire des effets un petit peu à la mode, comme des surralentis, etc., etc., jouer avec le flou et machin, sauf que ça ne fonctionne absolument jamais. Ensuite, pour Justin Kurzel, pour Assassin's Creed, tout simplement, ce mec n'a pas compris ce qu'était Assassin's Creed. Visuellement, toutes les phases dans le passé sont absolument dégueulasses. Tout est filmé à contre-jour et avec de la fumée partout. Assassin's Creed, c'est des jeux qui sont beaux. Visuellement, c'est beau. Si tu fais un film Assassin's Creed, les moments de reconstitution historique, ils doivent être beaux. Ils doivent être énergiques. Et là, sa façon de mettre de l'énergie, c'est de surcuter toutes les scènes d'action, c'est-à-dire les phases dans le passé. Si tu filmes un mec qui fait du parcours, il faut montrer à quel point le mec est bon. Et pour ça, il faut laisser la caméra tourner. Prends quelque chose de beau et découpe-le à mort pour lui donner du rythme et tu enlèves la beauté de la chose. Et maintenant on va terminer sur le prix qui pour moi est le plus prestigieux d'entre tous les prix, quelles que soient les récompenses, sur les Oscars, les Golden Globes, etc. C'est le prix du meilleur réalisateur. Les nommés pour la récompense de la meilleure réalisation sont Nicolas Winding Refn pour The Neon Demon, Zack Snyder pour Batman vs Superman, Danny Boyle pour Steve Jobs, et enfin Mel Gibson pour Tu ne tueras point. Et le gagnant de la récompense de la meilleure réalisation est attribué à Nicolas Winding Refn pour The Neon Demon, Zack Snyder pour Batman contre Superman, Danny Boyle pour Steve Jobs et Mel Gibson pour Tu ne tueras point. Donc voilà, on continue sur le festival de la triche puisque tout le monde a gagné finalement. Et le problème c'est qu'au début j'ai nommé ces 4 réalisateurs et le problème c'est qu'ils réalisent tous dans un style différent donc c'est absolument pas comparable et tous méritent de gagner pour moi. Donc au final c'est l'école des fans, tout le monde a gagné et puis voilà. Enfin c'est 4 réalisateurs que j'aime donc il n'y a pas de raison qu'il y en ait un qui a à pâtir de la comparaison avec les autres etc. etc. Donc voilà, donc maintenant je vais passer aux catégories spéciales, c'est-à-dire les catégories que j'ai inventées pour m'amuser un petit peu. Donc on va commencer avec l'Award du Troll. Les nommés pour l'Award du Troll sont Christopher Nolan pour rien du tout, parce qu'il a rien fait cette année, et c'est tant mieux. Et le gagnant de l'Award du Troll est attribué à Christopher Nolan pour rien du tout. C'est juste que j'en ai un peu marre qu'on dise que ce mec est un génie alors que son cinéma est une escroquerie depuis le début en réalité. Donc voilà, c'est vraiment un cinéaste pour moi qui est très mégalo et qui passe d'un style à l'autre, manière de dire ben moi je vais révolutionner chaque style alors qu'il n'apporte rien. Ce qu'il a fait sur Batman, ça va passer très très vite. Mais vraiment très vite. Et si on retire la musique d'Hans Zimmer de ces films, on se rend compte que le montage est calamiteux, la réalisation est très feignante, et là on va me dire « Ouais mais non mais c'est pas vrai parce qu'il tourne pas sur fond vert et que ça c'est pas feignant ». Il tourne pas sur fond vert, certes, mais quand on voit ses choix de cadrage, etc., c'est feignant. Pour ceux qui sont tombés sur cette vidéo par hasard et qui n'ont jamais vu une de mes vidéos, vous devez vous arracher les cheveux, dire pourquoi il aime pas Nolan, etc. Mais j'en ai parlé plusieurs fois dans mes vidéos, vous avez qu'à voir mes vidéos si le cœur vous en dit, et vous verrez pourquoi j'aime pas spécialement Nolan. Et après j'ajouterai aussi que Nolan ne m'énerverait pas autant si il n'y avait pas une communauté de fans absolus qui crie tout le temps au génie, quoi qu'il fasse. Donc voilà, il y a aussi ça, c'est ce succès disproportionné qui m'énerve aussi. Ce genre de truc, ça énerve un peu en France, je suis français, donc voilà, ça fait partie de ma culture. Ensuite, pour contraster avec l'award du troll, je vais décerner un award d'honneur. Les nommés pour l'award d'honneur sont David Fincher pour rien du tout. Et le gagnant de l'award d'honneur est attribué à David Fincher pour rien du tout. David Fincher n'a rien fait cette année, certes. Tous les films de David Fincher ne sont pas bons. En général, il y en a 1 sur 2 qui sont bons. Mais la réalisation est toujours agréable. Et c'est un réalisateur qui n'aime pas tourner, il avait dit. Donc à mon avis, il s'investit beaucoup dans un film. Et puis le film d'après, à mon avis, il s'investit toujours parce que c'est un mec perfectionniste. Mais en même temps, il s'en fout de faire un bon film quelque part. Il essaie de faire une bonne réalisation et il s'en fout de faire un bon film. Donc voilà, si vous regardez sa filmographie, un film sur 2 est vachement bien et un film sur 2 est bof. Donc voilà, David Fincher aussi, j'en parle souvent dans mes vidéos. Pour moi, c'est un super réalisateur.
et il a jamais eu aucun Oscar. Et j'avais regardé la cérémonie des Oscars quand il avait fait The Social Network, et c'est Le Discours d'un roi qui avait gagné l'Oscar du meilleur réalisateur. Et j'étais super deg, c'est la seule fois de ma vie où j'ai regardé les Oscars. J'ai fait nuit blanche et juste après j'allais à la fac. C'est la seule fois de ma vie où je les ai regardés et j'étais dégoûté, complètement dégoûté. Ce qui fait que, alors que j'avais jamais vu un film de Colin Firth, je me suis mis à détester Colin Firth jusqu'à ce que je le vois dans Kingsman et que finalement je l'aime bien. Et je n'ai toujours pas vu Le Discours d'un roi parce que je nourris une certaine haine contre ce film, alors qu'il est pour rien. Lui, il fait le film, il est nommé aux Oscars, il gagne la récompense, c'est pas sa faute. Mais bon voilà, j'ai toujours pas réussi à le voir et j'ai même pas envie de le voir, tellement que pour moi, les Oscars ont volé la récompense à Fincher, parce que Fincher, sur The Social Network, c'est une réalisation quasi parfaite. Je dis quasi parfaite, je croyais à l'époque qu'elle était parfaite, mais arrêtez, maintenant quand je compare avec ce qu'il a fait sur Gone Girl, celle sur Gone Girl est plus parfaite encore que celle de The Social Network, qui s'appuie un peu plus sur la musique que ne le fait Gone Girl. Donc voilà, maintenant je vais accélérer un petit peu. On passe maintenant à la meilleure fight. Les nommés pour la meilleure fight, c'est-à-dire la meilleure scène de bagarre, sont Creed pour tous ses combats, Batman vs Superman pour la bagarre de Batfleck dans l'entrepôt, et enfin Suicide Squad pour l'échange très rapide entre Slipknot et une agent qui lui fait une réflexion désagréable. Et le gagnant de la récompense de la meilleure fight est attribué à la bagarre de Batfleck dans l'entrepôt contre tous les hommes de main de Lex Luthor. Cette scène a des gros défauts de montage. Les plans s'enchaînent pas super bien, etc. Mais cette scène montre vraiment ce qu'est le Batman dans ce film. C'est-à-dire cette puissance, cette absence de scrupules, son côté stratège, son côté suicidaire. Parce que tous les mecs sont armés avec des flingues. Et il y va quand même dans cette scène, il se prend 2 balles dans la tronche. Et ce moment il est génial, j'en ai parlé dans mes critiques sur le film, allez les voir. Le moment où il est de dos, qui se prend 2 balles dans la tronche, à bout portant, là... Juste, il fait un pas en avant le temps de se remettre les idées en place, il se retourne, il chope le mec, il le détruit. Il y a le moment où il fait faire un soleil au mec en lui mettant un coup de poing. Ça, c'est juste magique et c'est servi par la réalisation en plus. Et le moment à la fin où il s'est pris un couteau dans l'épaule, qui retire le couteau de son épaule, qui chope le mec qui a planté le couteau, qui le colle au mur, qui lui plante le couteau dans son épaule à lui. Et là, il y a un mec qui vient de se relever derrière. Il arrive et il essaie de mettre une patate à Batman. Un conseil, lorsque Batman vous a foutu par terre, ne vous relevez pas pour continuer à vous battre. Si vous êtes par terre et encore conscient, vous avez de la chance, profitez qu'il soit de dos pour partir. Et là, le mec, il revient, il fout une patate à Batfleck, Batfleck il se retourne, il l'explose, ensuite il le ramasse et il lui fait traverser le mur quasiment. Donc voilà, il faut comprendre à un moment donné, quand il y a Batman, déjà tu te casses, et si jamais tu veux tenter ta chance et que tu te fais exploser, tu fais le mort après. Tu te relèves pas pour un deuxième round. Donc voilà, donc cette scène montre parfaitement ce qu'est Batfleck. J'aurais pu citer plein de films dans ces trucs de meilleure fight, mais le problème c'est que quand je me pose comme ça et que je me dis voilà, de quelle bagarre je me souviens, quelle bagarre j'ai envie de revoir dans un film, à part ces trois-là, il n'y en a pas. C'est ça qui est malheureux. Et pourtant, il y a eu plein de films cette année où il y avait des scènes de bagarre, etc. Mais il n'y en a aucune que j'ai envie de revoir. Il n'y en a aucune. Quand je l'ai vu, je me suis dit waouh, là il y a de l'idée, etc., etc. Et j'ai pas mis Tu ne tueras point dedans parce que c'est de la guerre et pour moi, c'est pas de la bagarre. Ensuite, on passe à une catégorie qui aurait pu être les meilleurs costumes, mais les meilleurs costumes, c'est beaucoup trop large, parce que des fois, dans des films, il y a un costume qui est bien, et les autres, ils sont pas terribles, ou machin, etc. Donc là, je vais parler juste de un costume dans les films, et pas de l'ensemble des costumes du film. C'est pour ça que j'appelle ça meilleur look. Et on passe du coup à la catégorie meilleur look. Les nommés dans la catégorie du meilleur look sont la tenue de Batfleck le Résistant dans Batman vs Superman, la nouvelle Harley Quinn dans Suicide Squad, et Aguilar l'Assassin dans Assassin's Creed. Et le gagnant de la catégorie du meilleur look est, sans surprise, Batfleck le Résistant dans Batman vs Superman. Ce look est tellement génial. C'est-à-dire que normalement on a Bruce Wayne qui a un habit de Batman. Là, c'est Batman qui est habillé. C'est-à-dire qu'on comprend très bien qu'à ce moment-là de sa vie, Bruce Wayne est mort. C'est-à-dire que dans sa tête à Batman, il y a une lutte entre Bruce Wayne, qui peut-être a un peu envie d'être heureux, mais en même temps il culpabilise par rapport à la mort de ses parents, etc. Il s'empêche d'être heureux et tout. Et de l'autre côté, on a le Batman qui est vengeur, violent. Et là, à partir du moment où là, dans le futur, Superman a pris le pouvoir et est devenu un dictateur, eh ben c'est pas Bruce Wayne qui se révolte, c'est Batman. Et donc là, Bruce Wayne a complètement disparu, on a juste Batman qui met des habits. Donc voilà, là il n'y avait pas de suspense, évidemment que c'est les Batfleck qui allait gagner. Ce look est absolument génial. Après la superficialité du look, on va passer à la profondeur des messages. Donc on passe maintenant à l'award du meilleur message. Les nommés pour la catégorie du meilleur message sont The Neon Demon pour son message sur l'humilité, l'importance de porter ses valeurs et de devenir un exemple pour Tu ne tueras point, le fait que la légalité ne soit pas garante de moralité pour Civil War, et le fait de ne pas chercher à être un accessoire à mec et ne pas se définir en fonction de sa relation amoureuse
pour célibataire mode d'emploi. Et le gagnant de la catégorie du meilleur message est attribué à Tu ne tueras point pour le fait de porter ses valeurs et d'être un exemple. Tout le monde a des valeurs dans la vie, tout le monde croit en quelque chose. Après c'est sûr, il y en a qui croient plus que d'autres, et je parle pas de religion, je parle de croire en des valeurs qu'on défend. Et dans notre vie, on a une pression sociale tellement grande que j'ai l'impression que beaucoup de gens mettent leurs valeurs de côté pour ne pas se mettre mal avec les gens avec qui ils sont amenés à discuter, etc. Ce qui fait que leurs valeurs ne deviennent plus des valeurs, mais bon, c'est juste des trucs qu'on pense et qu'on met pas en application. Pour cette récompense, j'aurais pu faire gagner tous les films parce que tous les messages sont bien en fait. Enfin, peut-être sauf Civil War, parce que le message arrive sur 2 phrases et qu'ensuite c'est évacué, donc voilà. Ensuite maintenant, que serait un bon film sans une bonne histoire d'amour? Les nommés pour la catégorie du meilleur couple sont Dorothy Shute et Desmond Doss pour Tu ne tueras point, Clark Kent et Lois Lane pour Batman vs Superman, et Copycat et Deadpool dans Deadpool. Et le gagnant de la catégorie du meilleur couple est attribué à Dorothy Shute et Desmond Doss pour Tu ne tueras point. C'est pas que la relation en elle-même est exceptionnelle, c'est juste un couple amoureux et qui se donne entièrement l'un à l'autre. Ça devrait être la base de n'importe quel couple au cinéma. Mel Gibson, dans ce film, il filme magnifiquement les connexions entre les deux. Il filme des regards, il laisse le temps faire les choses, et on ressent toutes les connexions qui se font entre eux. Et c'est grâce à Mel Gibson que c'est ce couple qui est le meilleur couple de l'année 2016. Après les meilleurs couples, on va passer maintenant au pire non-couple. C'est-à-dire que les couples, c'est tellement has-been maintenant. Donc maintenant, ce qui est cool, c'est de mettre un personnage féminin et un personnage masculin qui traversent des choses ensemble. Les deux sont beaux gosses, etc., etc. Les deux ont tout pour se plaire, les deux se complètent parfaitement, mais il faut surtout pas qu'ils soient ensemble parce que c'est trop has-been. Donc, on passe à la catégorie non-couple. Les nommés pour la catégorie des pires non-couples sont Norbert et Tina pour Les Animaux Fantastiques et Jyn Erso et Cassian Andor pour Rogue One. Et le vainqueur de la récompense du pire non-couple dans un film est attribué à Jyn Erso et Cassian Andor dans Rogue One. Je sais plus si je l'ai déjà dit, mais ils font exprès de prendre un acteur plus ou moins beau gosse, une actrice assez jolie, et de faire en sorte qu'ils traversent des choses où leur vie est mise en danger, etc. etc. Donc c'est le genre de truc qui rapproche normalement énormément les gens, et cette espèce de danger, à mon avis, crée des tensions et du désir sexuel à ce moment-là. C'est l'aspect thérapeutique du sexe. Et là, c'est hyper prude, c'est quasiment illogique au niveau de la psychologie des personnages. Enfin, je ne comprends pas. Et à la fin, quand ils sentent qu'ils vont mourir, ils se prennent dans les bras et ils attendent de cramer. Et cette scène est calquée sur la scène de Watchmen, de la scène du hibou quand il rêve, sauf que cette scène était beaucoup moins prude dans Watchmen. Et là, vraiment, qu'est-ce que ça leur aurait coûté de faire en sorte juste qu'ils s'embrassent pendant qu'ils se font ravager par l'étoile noire. Ça leur aurait rien coûté, le problème c'est qu'à mon avis ils ne voulaient surtout pas qu'ils s'embrassent parce que il faut surtout pas que ce soit cliché, etc., etc. Du coup on montre une forme d'amour qu'est l'amitié, où ils se prennent dans les bras, mais ce qu'aurait apporté le fait qu'ils s'embrassent, c'est que l'amour entre un homme et une femme a une autre dimension que l'amitié, c'est que ça évoque la vie tout simplement. Un homme et une femme, ça peut créer la vie. Ça aurait représenté la vie qui résiste à la mort. Il ne nous reste plus que 2 catégories. L'avant-dernière catégorie, là, ce sera la pire incompréhension. C'est-à-dire qu'on a un mec qui commence à réaliser un film et en réalité il ne connaît rien au matériau d'origine, il ne sait même pas ce qu'il adapte et au final il fait n'importe quoi. Et je le dis d'avance, tous ne gagnent pas, mais tous auraient mérité de gagner cette récompense. Les nommés pour la catégorie de la pire incompréhension du support adapté sont Justin Kurzel pour son incompréhension des assassins, David Ayer pour son incompréhension de la relation Harley Quinn-Joker, et Edward Zwick pour l'incompréhension totale du premier film Jack Reacher. Et la récompense de la pire incompréhension est attribuée à Justin Kurzel pour Les Assassins, et plus globalement pour le jeu qu'il adapte. Qu'est-ce qui fait que j'aime les assassins dans Assassin's Creed? Ils ont un costume qui est mortel. La lame qui planque dans leur manche, visuellement, c'est une arme qui est géniale. Il aurait pu jouer sur l'utilisation de cette lame cachée dans la manche. Et il le fait pas du tout. Il y a un moment donné dans le film où il fait un gros plan sur la lame et il la cadre même pas bien. Ensuite, les assassins font du parcours. Les assassins savent se battre magnifiquement bien. Il n'est pas foutu de filmer une seule bonne bagarre. Il n'est pas foutu de filmer une seule bonne scène de fuite. Et à chaque fois qu'il monte les assassins donc dans le passé, comme je l'ai dit, il filme ça à contre-jour avec de la fumée partout. D'ailleurs, c'est marrant de voir les images du tournage, très éclairées, très jolies, et les images dans le film complètement dégueulasses tellement elles ont été retravaillées. Et enfin, pour terminer, on va terminer avec une catégorie que j'ai appelée le meilleur épisode pilote, c'est-à-dire que
c'est le genre de film que je ne vois absolument pas comme un film. Je vois ça, je me dis, c'est un pilote de série en fait. Tout ce qu'on m'a vendu pendant tout le film, en réalité, c'est la suite. Et il n'y a rien qui fait que j'ai envie de revoir ce film-là. J'ai potentiellement envie de voir le film qu'ils vont faire après, mais pas le film que je viens de voir là. Et ça, pour moi, c'est totalement un fonctionnement de série télé, où le but n'est pas de te faire revoir chez toi l'épisode, c'est de faire en sorte que tu reviennes la fois d'après pour revoir la suite. Les nommer pour le meilleur épisode pilote, alors qu'en réalité c'est un film de cinéma, mais on fait comme les séries parce qu'au final les gens veulent voir des séries finalement maintenant, sont The Nice Guys, Warcraft le commencement et Assassin's Creed. Et le gagnant du meilleur épisode pilote est attribué à The Nice Guys. Tout simplement parce que c'est le film le plus agréable à regarder et c'est le film qui m'a donné le plus envie de voir sa suite. Mais probablement que sa suite ne viendra jamais, parce que c'est écrit comme un pilote de série télé, mais inconsciemment je pense. Bon, pour cette catégorie, il n'y avait aucun suspense, étant donné qu'il y a un film qui est dans mes bof plus ou bof moins, je sais plus, et qu'il y a les deux autres qui sont dans les feux. Mais je trouve ça quand même dommage pour The Nice Guys, parce qu'au final, le film, j'ai même pas envie de le revoir, j'ai juste envie de voir la suite. Donc c'est super dommage. Donc voilà, c'est terminé pour ces Final Awards 2016. Je sais pas s'il y aura une seconde édition pour 2017, j'en sais absolument rien. Je sais même pas si je ferai encore des vidéos d'ici là. Donc, j'espère que vous avez apprécié ce bilan. Et à plus.